Alors aujourd'hui, on va faire une petite exception parce que d'habitude, c'est Denis Pluvinage, que nombre d'entre vous connaissent, qui organise ces conférences et qui interroge un conférencier. Aujourd'hui, c'est lui qui parle. Alors, deuxième exception, Denis Pluvinage, nous le connaissons comme un spécialiste de la Russie. Il a édité un livre passionnant qui s'appelle Le siècle Russie, un très bel ouvrage dont on peut dire deux mots. Aujourd'hui, il nous étonne en écrivant un livre sur les élections américaines, qui s'appelle en plus Le spectacle de la démocratie. Alors on a eu en effet un aperçu du spectacle de la démocratie, puisque celle-ci a, en fin de compte, elle a joué, en fin de compte, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas joué. Elle a été turbulente au niveau des débats, mais elle a joué. Vous êtes un spécialiste des relations interculturelles, donc le thème de la Russie vous intéresse, mais c'est pour ça que vous connaissez aussi un peu les États-Unis, et pas qu'un peu, mais au point d'écrire un ouvrage sur les élections américaines. Donc, quelle a été l'idée? Pourquoi vous avez écrit ce livre? Bon, d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, professionnellement, je m'intéresse essentiellement à la France et à la Russie, à la culture française et à la culture russe, et j'interviens en entreprise sur ces domaines-là. Mais j'ai vécu aux États-Unis également. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une banque d'affaires américaine, donc je connais le pays, je connais la mentalité, je connais la culture. Et puis, comme je m'intéresse aux affaires du monde, aujourd'hui on ne peut pas s'intéresser aux affaires du monde sans s'intéresser aux États-Unis. C'est pas possible. Donc, j'ai continué à suivre ce qui se passait là-bas, et j'ai écrit ce livre parce que, pour deux raisons. La première, c'est que je pensais que cette élection serait une élection spéciale. Elle l'a été à deux titres. Le deuxième titre, je l'ai découvert comme vous il y a 2 jours. C'est une élection que je voyais comme un tournant. Je n'avais pas vu encore dans quel sens ça tournerait. Et puis, ça fait de nombreuses années que malheureusement la France est à la remorque des États-Unis, qu'on nous impose des choses qui ont été inventées, testées là-bas, et que ce qui se passe là-bas va arriver chez nous un de ces jours, à moins que nous héritions de dirigeants qui fassent preuve d'un petit peu plus d'indépendance, ce qui n'est pas gagné d'avance d'après ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais on peut espérer. Donc c'était intéressant d'expliquer aux Français ce qui se passe là-bas, parce que c'est peut-être ce qui les attend. Et ce que l'on dit aujourd'hui des États-Unis en France, c'est comme d'habitude une image retouchée, améliorée, qui n'est pas conforme à la réalité. Donc j'ai voulu donner un point de vue différent, sans agressivité, sans aucune arrière-pensée négative sur les États-Unis. C'est un grand pays, je connais beaucoup d'Américains qui sont des gens extrêmement bien. Ils ont des dirigeants un peu spéciaux, mais qui n'en a pas aujourd'hui. Et donc, simplement, mon idée était de rétablir un certain équilibre entre la réalité de la situation aux États-Unis et ce qu'on en raconte en France, où on vous vend les États-Unis, on ne vous les explique pas. C'est le contraire de la Russie. Un penseur russe disait que la Russie, on ne peut pas l'expliquer, on peut que l'aimer. Qu'on peut l'aimer, on peut qu'y croire. Oui. Alors dans ce livre, j'aborde plusieurs sujets. Les 4 premiers chapitres sont des chapitres descriptifs. Dans le premier, je traite de la destinée manifeste. Dans le deuxième s'appelle la revendication de puissance. Le troisième, le rêve de contrôle total. Et j'essaie de donner une description de l'offre idéologique américaine aujourd'hui, ce qu'on essaie de nous imposer à nous, à l'ensemble de l'Europe et ailleurs. Dans une deuxième partie qui est plus orientée vers les États-Unis au sens politique intérieur,
j'aborde la désillusion des électeurs, qui est la clé, en fait, qui s'est avérée être la clé des élections qui sont maintenant terminées. Je parle des inégalités, parce qu'on nous vend les États-Unis comme le pays de l'ouverture, de la possibilité d'arriver à condition d'être assez intelligent et assez travailleur. C'est extrêmement éloigné de la situation actuelle. J'aborde aussi les pouvoirs du président. On nous vend le président américain comme l'homme le plus puissant du monde. C'est à la fois vrai et faux. Il est très puissant dans certains domaines, en particulier dans le domaine de la politique étrangère. Il est beaucoup moins puissant dans le domaine de la politique intérieure. Il doit composer avec un congrès. Monsieur Obama a dû composer en plus avec un congrès qui était à majorité républicaine alors qu'il est démocrate. Je parle aussi des lobbies, c'est quelque chose de très important aux États-Unis, c'est une sorte de courroie de transmission entre les puissances d'argent et la politique. Et bien entendu, on ne peut pas parler des États-Unis sans parler du pouvoir réel, ce que certains appellent l'État profond, à savoir la défense, le Pentagone, la CIA et la NSA. Par NSA, j'entends l'ensemble des agences de sécurité, parce que la NSA, ça n'est qu'une des 17 agences de sécurité américaines. Puis je me penche sur des choses plus techniques, comme l'histoire des partis politiques américains, le système de désignation du président, qui n'est pas un système simple comme celui qu'on a en France ou en Russie. Les Américains qui ont voté il y a 2 jours ont voté pour désigner des grands électeurs qui, au mois de décembre, eux-mêmes voteront pour désigner le président. En principe, ils votent suivant le mandat qu'ils ont reçu des électeurs. Il n'y a pas d'obligation tout à fait claire, et on en parlera tout à l'heure quand on évoquera le résultat des élections. Il y a déjà des gens qui se font des idées. Ensuite, je passe en revue les candidats aux primaires, parce qu'on nous a parlé pendant des mois de 2 personnes, mais en réalité, il y avait 16 candidats du côté républicain, il y avait 4 candidats du côté démocrate, mais il y a aussi des libertariens, il y a aussi des verts. Donc il est bon d'en avoir entendu parler au moins un petit peu. Et puis la dernière partie, c'est ce qui concerne l'argent. Le financement des campagnes électorales. Comment ça fonctionne ? Quelles sont les règles ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? La décision de la Cour suprême qui en 2010 a révolutionné le financement des campagnes électorales aux États-Unis. Qui sont les financiers de campagne ? Qui a donné à qui ? Il y a dans le livre une liste de personnes qui ont donné, de ceux qui ont donné plus d'1 million de dollars à un parti ou à un candidat. Les programmes des candidats, ça a été assez vite fait parce que ça n'a pas été une discussion de programme, cette campagne. Et puis les charges personnelles contre Hillary Clinton qui en fait ont pesé assez lourd dans la campagne, beaucoup plus lourd qu'on aurait pu le penser à un certain moment. Je ne parle pas des problèmes de santé d'Hillary Clinton parce que je n'ai pas trouvé de sources fiables qui me permettent d'en parler de façon intelligente. Donc on n'en parle pas. Et alors, au dernier moment, c'est-à-dire au début août, j'ai terminé d'écrire ce livre le 31 août. Début août, j'ai dû ajouter un chapitre, alors c'est devenu une annexe, qui s'appelle « La Russie dans la campagne », parce que ça n'était pas prévu, mais c'est le Parti démocrate qui a invité de force la Russie dans la campagne américaine, et qui s'en est servi pour décrédibiliser son adversaire républicain Donald Trump. Et là aussi, vous avez pris des sources... Alors mes sources, si vous voulez, j'ai une base de données qui remonte à 7 ans, sur à peu près tout ce qui s'est publié d'intéressant sur la politique américaine et les relations internationales dans lesquelles, évidemment, les États-Unis sont impliqués. Ce sont des sources ouvertes. C'est la presse, surtout la presse anglo-américaine, comme le New York Times, le Washington Post, qui sont les deux leaders d'opinion aux États-Unis. The Nation, qui est un hebdomadaire plutôt à gauche. Le Guardian. Le Guardian est un journal anglais, mais il se trouve que le Guardian a une succursale, si j'ose dire, à New York, aux États-Unis, dans laquelle travaille Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, qui est un journaliste d'investigation
Et certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, c'est le premier qui a commencé à publier les révélations d'Edward Snowden. J'ai aussi fait appel à Wired, par exemple, qui est un magazine pour informaticiens où j'ai pris un certain nombre d'articles ayant trait à l'organisation technique du système de surveillance des États-Unis. Alors, j'ai aussi consulté régulièrement des sites internet. Il y en a un qui est très intéressant, ça s'appelle Open Secret. C'est un site qui s'intéresse particulièrement au financement des différentes campagnes aux États-Unis, pas uniquement la campagne présidentielle. The Hill, qui est un site qui est très consulté dans les milieux politiques, justement, à Washington. Le site de cette organisation suédoise, le nom vient de me sortir de l'esprit, qui couvre toutes les dépenses d'armement de tous les pays du monde. J'y ai pris une grande partie des chiffres que je cite dans le livre sur les dépenses d'armement américaines. Et puis d'autres sites comme le National Priority Project, qui est un site... Alors ça, c'est une organisation non commerciale, de même que la CLU, qui sont des organisations de défense des citoyens américains. La CLU, c'est une association qui s'est donnée pour mission de protéger les libertés américaines telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution. Ils sont constamment en litige avec l'administration à qui ils réclament des documents classifiés, non classifiés. Et puis j'ai lu un certain nombre de livres qui ont été publiés aux États-Unis aussi sur... il y a un livre très intéressant qui... Alors ces livres-là ne sont pas traduits en français, évidemment. Il y en a un qui s'appelle « Les conséquences de la privatisation de la sécurité ». Un autre s'appelle « Une nation de base ». Les bases étant les bases militaires américaines dans le monde. Ou bien les regrets de l'Empire, etc., etc. Donc toute chose, j'ai beaucoup puisé d'informations aussi sur le site de la Commission fédérale électorale américaine. Tous les chiffres de financement de campagne, je les ai pris sur le site officiel de la commission électorale, puisque tous les candidats sont obligés de déclarer en fin de mois l'argent qu'ils ont reçu et l'argent qu'ils ont dépensé. Donc c'est assez facile à tracer. Alors, pour revenir un tout petit peu plus en détail sur certains des points, je ne vais pas vous refaire le livre. Vous allez nous donner peut-être quelques exemples concrets que vous pensez qu'il est important de souligner dans ce livre. Voilà, et certains sont dans le livre et d'autres d'ailleurs ne le sont pas, parce que j'ai découvert ça après avoir terminé le... Depuis le mois d'août, l'évolution de l'actualité a été telle que... Bien sûr. Vous avez arrêté à un moment donné. J'étais obligé. Mais l'actualité continuait. Quand on décrit ce genre de livre, on aimerait ne jamais s'arrêter. Mais c'est un livre, c'est pas une série d'articles. Donc, la Destinée Manifeste. Bon, tout le monde a entendu parler de la Destinée Manifeste. Qu'est-ce que c'est que la Destinée Manifeste ? Ça remonte loin. Ça remonte d'ailleurs beaucoup plus loin que ne le disent les Américains. Le premier qui a parlé de ça, c'est Lincoln, dans son fameux discours du 27 janvier 1838, dans lequel il explique que une nation d'hommes libres comme nous doit vivre jusqu'à la fin des temps. Et si nous disparaissons, ce sera de notre propre fait, parce que nous nous serons suicidés. Obama a repris assez souvent ce thème de la Destinée Manifeste. Dans un discours qu'il a fait à West Point en 2014, il déclarait « Les États-Unis demeurent la nation indispensable. Il en a été ainsi au siècle dernier et cela se poursuivra dans le siècle à venir. » Alors, qui a le premier théorisé cette Destinée Manifeste aux États-Unis ? C'est un journaliste qui s'appelle John O'Sullivan, qui en 1845, dans un article, a théorisé cette Destinée Manifeste. C'était une façon, de venir à bout de des problèmes psychologiques que posaient aux dirigeants américains leur conception de la liberté et les méthodes qu'ils utilisaient pour occuper les États-Unis.
1845, vous vous souvenez tous que c'était la guerre entre les États-Unis et le Mexique qui a abouti à l'annexion, la confiscation. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui à propos de la... Enfin bon, c'est autre chose. Disons que c'est l'annexion du Texas par les États-Unis qui faisait suite à de nombreux massacres d'indigènes qui étaient sur place avant que les colons n'arrivent. Dès l'instant où vous arrivez à vous convaincre que c'est Dieu qui vous a donné pour mission de pacifier tout cet énorme territoire, vous avez moins de problèmes de conscience. Cela dit, c'était pas nouveau puisque en 1496, le roi Henri VII avait donné à John Cabot une charte royale qui l'autorisait à prendre possession de toutes les terres non chrétiennes du monde. Donc là aussi, le critère, c'était est-ce qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens. S'ils ne sont pas chrétiens, vous pouvez prendre leurs terres, les tuer et vous installer à leur place. Alors ça débouche sur, petit à petit, sur ce que j'ai appelé le rêve de contrôle total. Là-dedans, le fameux Patriot Act, dont on a beaucoup parlé sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans. Je veux dire, les journalistes français vous parlent du Patriot Act, peu l'ont lu. On ne va pas leur jeter la pierre parce que la plupart des sénateurs et des députés américains qui l'ont voté ne l'avaient pas lu non plus. Mais le Patriot Act, c'est une loi qui donne des pouvoirs absolument énormes à l'exécutif américain. C'est sur la base du Patriot Act que le département de la justice américain a pu infliger une amende de 9 milliards d'euros à la BNP, par exemple. On n'y pensait pas à ça. Le Patriot Act a été signé le 26 octobre 2001 à la suite des attentats du 11 septembre. Si vous faites le calcul, du 11 septembre au 26 octobre, il s'est passé combien? 45 jours. En 45 jours, on ne peut pas écrire, discuter, voter une loi de cette importance. Donc la loi elle était déjà prête quelque part, en tout ou en partie. Et on attendait l'occasion de la sortir des tiroirs. Alors attention, je ne vais pas plus loin. Je n'entre pas dans les théories du complot qui vous disent que les attentats ont été organisés pour, etc. À mon avis, absolument rien ne permet de dire ça. Donc je ne le dis pas. Ce que je dis, c'est que c'était déjà préparé et que parce que c'est dans la ligne d'une évolution de la politique américaine. Alors à la suite de ce Patriot Act, le budget militaire a explosé. Les derniers chiffres publiés font état de 600 milliards de dollars de dépenses. Pour vous fixer les idées, 600 milliards de dollars, c'est autant que toutes les dépenses de défense des 9 pays qui se trouvent derrière les États-Unis dans la liste des pays qui dépensent le plus. Donc en tête, vous avez les États-Unis, un peu plus de 600 milliards, et en dessous, vous avez 9 pays qui, eux, tous ensemble, ne dépensent pas 600 milliards de dollars. Et à quoi sert cet argent? À financer des bases. Les États-Unis ont 800 bases militaires dans le monde. Ces bases militaires sont occupées par 250 000 soldats. Ça coûte de l'argent. Un de ces sites qui contrôle le budget américain pour le compte des citoyens a calculé que les frais occasionnés par la présence des soldats américains à l'étranger allaient de 10 à 40 000 dollars par an et par homme, suivant que le gouvernement local participait ou ne participait pas aux dépenses. En Allemagne, il participe aux dépenses. Mais il y a des pays dans lesquels le pays ne participe pas. Ça fait à peu près, vous aviez déjà fait le calcul de tête, 156 milliards de dollars par an, uniquement pour les bases à l'étranger. Pour la petite histoire, quand les Américains installent une base, soit c'est une toute petite base de laquelle ils expédient des drones, enfin c'est pas 800 bases de la taille de Ramstein ou bien en Allemagne ou de Camp Bondsteel au Kosovo, qui sont là des très grosses bases.
il y a aussi des bases toutes petites dans ce lot. Mais lorsque les soldats américains s'installent, ils s'installent avec leur confort, avec le McDonald's du coin ou une autre société de restauration du même tonneau. Et puis il y a aussi des installations pour passer le temps, enfin pour se détendre. Et donc, pour la petite histoire, je vous signale que l'armée américaine entretient 170 parcours de golf à travers le monde pour les soldats américains qui occupent ces bases. N'oublions pas que cet ensemble de bases est une source de profit importante pour des sociétés privées. Les sociétés de construction, les sociétés de services, les hamburgers que je mentionnais, ce n'est pas l'armée qui les fabrique. Elles ont des contrats avec des sociétés qui viennent s'installer sur les bases et qui s'occupent de l'alimentation des soldats. Donc ça aussi, c'est un frein à la diminution des dépenses de défense. Je vous signale aussi, pour la petite histoire, que récemment, le gouvernement américain a essayé d'envoyer des contrôleurs au département de la Défense et ils ont découvert 3 milliards de dépenses non justifiées. Et puis pour finir, ce sont des choses qui arrivent. Vous me direz 3 milliards sur 600 milliards, ça ne fait pas un gros pourcentage. On ne touche pas à la défense aux États-Unis, on ne touche pas à l'armée et on ne touche pas aux dépenses militaires parce que c'est anti-américain. Aujourd'hui, ce ne sont plus des conscrits qui vont faire la guerre à l'étranger. Ce sont des soldats professionnels. Et pour leur montrer qu'on est fiers d'eux, qu'on est content qu'ils nous défendent, que l'on est fiers d'eux, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh ben, on leur donne tout l'argent qu'ils demandent. Et c'est une marque de patriotisme. Et alors, à côté de ça, vous avez, depuis le 11 septembre, un développement exponentiel des agences de sécurité. Il y a aujourd'hui 17 agences de sécurité officiellement reconnues aux États-Unis. Ces agences couvrent 1271 organisations gouvernementales et c'est là où c'est important à noter, 1931 sociétés privées qui travaillent sur des programmes liés à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité intérieure. La collecte d'informations est assurée par des sociétés privées. L'analyse des informations est assurée par des sociétés privées. 70% du budget de la sécurité aux États-Unis va vers des sociétés privées. Là aussi, il va falloir employer beaucoup de diplomatie et d'arguments sérieux pour les contraindre à accepter que cette source énorme de profit se tarisse peu à peu. On estime à 854 000 le nombre de personnes, non, top secret. C'est pas la peine de chercher pourquoi il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte sur 850 000. Je terminerai par une citation d'un lieutenant-colonel d'aviation en retraite, parce que quand ils sont en activité, ils ne disent pas ce genre de choses. William Astor, qui lui a déclaré « Les démocraties devraient considérer une armée comme un mal nécessaire et les dépenses militaires comme un impôt rétrograde sur la civilisation. » On en est bien loin. Et aujourd'hui, il ne manque pas de journalistes américains pour dire que les agences de sécurité américaines veillent sur la sécurité des agences de sécurité américaines et pas de la population américaine. La transparence, c'est pour les citoyens. On doit savoir tout ce que vous faites, on doit avoir accès à toutes vos données. Quant à l'État, lui, vous n'avez pas le droit de vous occuper de ce qu'il fait. D'abord, vous ne comprendriez pas. Et puis, c'est trop sérieux. Donc, c'est pas pour vous. La transparence est en bas et en haut, c'est l'opacité totale. Regardez ce qui se passe en Europe. On est sur ce chemin-là. Alors, l'offre idéologique, je passerai un petit peu rapidement, je vous renvoie au livre. Il y a deux choses qui personnellement me choquent dans cette offre, entre guillemets. C'est l'individualisme systémique.
Nous ne sommes plus que des individus définis uniquement par notre capacité à rechercher notre satisfaction maximum à tout moment, et absolument pas liés en quoi que ce soit avec notre origine. Ni avec l'origine, ni avec la couleur, ni avec la foi religieuse, ni la langue, ni la culture, ni la nationalité. Margaret Thatcher résumait ça en disant « Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus ». Ça amène à des déclarations comme celle de Wesley Clark, l'ancien patron de l'OTAN en Yougoslavie, qui a déclaré à plusieurs reprises, dont la dernière il y a quelques mois, « L'unité des nations est une notion dépassée. Nous travaillons et nous devons travailler à détruire l'unité interne des nations européennes. » En France, l'individu est supposé céder au bien commun, qui est la base de la République, la res publica. Aux États-Unis, il n'y a pas cette notion de bien commun qui a un sens particulier pour la France. Et puis l'autre chose qui est dangereuse, c'est ce raisonnement binaire qui a été adopté depuis 2001. Vous vous souvenez de la déclaration de George Bush, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. On ne discute pas avec des gens qui pensent comme ça. Et d'ailleurs, depuis 2001, les États-Unis ont quasiment détruit la diplomatie. À quoi sert la diplomatie quand le monde est divisé entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous? Ceux qui sont avec nous, on ne discute pas, parce que de toute façon, ce sont des vassaux, et ils ont juste le droit de faire ce qu'on leur dit de faire. Et puis ceux qui sont contre nous, eh bien, on ne discute pas avec eux parce qu'on ne discute pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec le terrorisme, on ne négocie pas avec nos ennemis. Alors que c'est justement avec eux qu'on devrait négocier, mais c'est fermé. C'est en suivant le même raisonnement que la France a brillamment fermé son ambassade en Syrie, par exemple. Comme ça, on n'a plus aucun renseignement, donc on est sûr de ne plus rien comprendre. Tout ça, évidemment, ça a amené une désillusion des électeurs, parce que ce que je vous dis là, on ne vous le dit pas en France, donc vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, mais les Américains, eux, vivent au milieu de ça. Ils voient ce qui se passe. Ils voient qu'aujourd'hui, on cherche à garder les citoyens le plus loin possible des leviers de décision. Vraisemblablement, d'ailleurs, moi j'y vois la trace de tous les problèmes qu'ont posés au gouvernement américain ces mouvements d'opposition à la guerre du Vietnam. Certains militaires de haut rang, d'ailleurs, ont eu le culot d'attribuer la défaite du Vietnam au mouvement pacifiste aux États-Unis. Le trajet est tout à fait étonnant. Si vous pensez à ce que disait Kennedy, par exemple, en janvier 61, après son élection, on se souvient tous, il a dit « Vous ne devez pas vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, vous devez vous demander ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et en 2001, George Bush a déclaré à la population américaine « Allez à Disney World en Floride, emmenez vos familles et profitez de la vie comme nous pensons que nous le devons. » Et puis, les gens sérieux, ceux qui savent, s'occupent du reste. Vous, allez à Disneyland. Alors, l'évolution s'est faite progressivement. On a vu la mise en scène des guerres. L'armée américaine qui emmenait dans ses bagages des journalistes qui étaient supposés filmer ce qu'on leur disait de filmer à l'endroit où on leur disait de filmer. Et puis c'était mis en scène et ça passait sur les chaînes de télévision. Ça a eu du succès au début et puis assez rapidement l'intérêt des spectateurs a baissé. Et comme c'est l'audimat qui commande, on est passé à autre chose. Alors on est passé à autre chose, à quoi? La mise en scène de la politique. Il y a théoriquement aux États-Unis des élections tous les 2 ans. Le mid-term. Oui, il y a tous les 4 ans on élit le président, on élit un tiers du Sénat et on change l'ensemble de la Chambre des représentants. Le mandat des représentants est de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, ça tombe entre 2 élections et c'est ce que... Et alors, c'est analysé, c'est décortiqué comme une espèce de référendum sur la politique du président depuis 2 ans. Donc tous les 2 ans, vous avez ça. Mais aujourd'hui, les campagnes sont lancées beaucoup plus tôt. La campagne présidentielle qui vient de se terminer a commencé au printemps 2015. Elle est supposée durer quelques mois, elle dure 1 an et demi. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a tellement d'argent disponible
que les chaînes de télévision ont intérêt à couvrir, à créer, et même à créer un événement à partir de quelque chose qui n'est pas un événement. On fait une émission, on fait un sondage après l'émission et on commente le sondage qui a été fait sur l'émission. Ça vous prend un bon mois d'antenne, pendant lesquelles vous avez des annonces publicitaires au milieu de ces émissions. Parce qu'aux États-Unis, les politiques font de la publicité à la télévision, c'est parfaitement légal. Plus, et c'est sans doute surprenant pour des Français, aux États-Unis, on fait de la publicité positive pour son candidat et on fait aussi de la publicité négative pour l'adversaire, sur l'adversaire. Donc le parti démocrate, par exemple, finance des publicités négatives sur Donald Trump ou pendant les primaires sur d'autres candidats républicains. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des choses parfois complètement surréalistes. Pour y en avoir un tout petit avant-goût, après les résultats des élections, j'ai quand même fait un petit tour sur les chaînes de télévision françaises que je ne regarde pas d'habitude. D'ailleurs, j'ai pas la télévision. Mais enfin, sur Internet, on peut capter certaines de leurs émissions. J'ai vu des émissions qui sont d'une débilité affligeante. Et ça me fait penser à une petite anecdote qui a trait à la campagne américaine. Bernard Sanders, le candidat malheureux des démocrates, est interviewé par une jeune journaliste, apparemment pas tout à fait au fait des problèmes de la politique, mais ça c'est pas gênant. Elle lui dit: trouvez-vous normal que la coiffure d'Hillary Clinton attire plus d'attention que la vôtre? Alors là, Sanders se tourne un tout petit peu pour lui faire face et lui dit: Anna, elle s'appelle Anna Marie Cox, Anna, je ne voudrais pas être grossier, mais je me présente à l'élection présidentielle pour des raisons sérieuses. Avez-vous une question sérieuse? Ceux qui cherchaient l'info sont passés sur une autre chaîne où ils ont simplement éteint la radio. Alors, quelques chiffres concernant les dépenses de campagne. Et là, il y a des chiffres qui ne sont pas dans le livre parce que je les ai pris en date du 30 septembre. Depuis cette décision de la Cour suprême de 2010, les entreprises ont le droit de financer la campagne électorale américaine. Alors, elles n'ont pas le droit de donner directement de l'argent à un candidat, mais elles ont le droit de constituer un organisme, ça s'appelle un PAC ou un super PAC, auquel elles peuvent verser des millions. Et ces organismes ont le droit de faire de la publicité, justement. La seule restriction, c'est qu'elles n'ont pas le droit de coordonner leur action avec un candidat particulier. Mais comme aux États-Unis, on s'arrête beaucoup plus à la lettre de la loi qu'à la loi elle-même, on trouve au conseil d'administration de ces organismes, parfois, un ancien directeur de campagne d'un candidat qui est toujours candidat. Mais il a juré qu'il ne coordonnait pas avec son ancien patron, donc tout va bien. Et puis certains de ces organismes ne sont pas obligés de déclarer le nom des donateurs. En particulier, il y a ces fameuses Limited Liability Companies, qui n'a rien à voir avec les sociétés à responsabilité limitée françaises. Ce sont des sociétés que l'on peut former dans le Delaware, par exemple. On ne le dit pas souvent, mais il y a pas mal de paradis fiscaux aux États-Unis. Le Delaware en est un exemple. Vous pouvez ouvrir une société au Delaware et payer 500 $ d'impôts annuels. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas faire d'affaires au Delaware. Mais sinon, pour le reste, vous n'êtes pas obligé de donner le nom de l'ayant droit. Il suffit qu'il y ait une personne qui donne un nom et une adresse. On ne vérifie même pas l'adresse. Et en route. Alors ça sert énormément à financer de façon très discrète certains candidats. La campagne, le total des fonds dépensés par Hillary Clinton pour cette campagne, je parle de la campagne du candidat, donc je ne parle pas de ce qu'ils appellent les dépenses extérieures, ces organismes qui viennent en plus. Hillary Clinton a dépensé 460 millions de dollars pour sa campagne. Donald Trump a dépensé 215 millions. Donc apparemment, il gère mieux son argent. Les groupes extérieurs
ceux auxquels je faisais allusion un peu rapidement. Vous avez des descriptions beaucoup plus précises de ces groupes dans le livre. Ces groupes ont dépensé 1,5 milliard de dollars, contre 1 milliard en 2012 et 338 millions en 2008, avant la fameuse décision de la Cour suprême. Et alors, vous avez des organismes, ceux qui étaient liés au Parti démocrate ont dépensé 132 millions supplémentaires, alors que ceux liés au Parti républicain ont dépensé 43 millions. Trump a mené une campagne assez fine. Je sais que le terme est un petit peu curieux, assez fine pour un personnage comme celui qu'il a joué devant les caméras, qui n'est pas le vrai Trump, c'est une caricature de Trump. Mais il a dépensé assez peu d'argent. Mais il a utilisé tellement d'outrance verbale dans ses interventions qu'il avait la couverture gratuite de toutes les télés et des commentaires dans le monde entier, qui ne lui coûtaient pas un sou. En revanche, les démocrates ont dépensé 248 millions de publicité négative contre Trump dans la deuxième partie de la campagne, une fois qu'ils ne se sont retrouvés que tous les deux. Alors que la publicité négative contre Clinton était de la moitié, 110 millions de dollars. Et alors, on a beaucoup parlé de l'élection présidentielle, mais dans le même temps, on élisait des sénateurs et on élisait des membres de la Chambre des représentants. Ce site Open Secret a fait des calculs. Il a calculé les dépenses de campagne des candidats qui ont été élus. Et il en a déduit le prix d'un siège. Eh bien, cette année, le prix d'un siège au Sénat, le prix moyen est de 19,4 millions de dollars. Un siège de représentant, le mandat n'est que de 2 ans, coûte beaucoup moins cher, 1,5 million de dollars. Et c'est tellement entré dans les mœurs que les journalistes américains ont tendance à évaluer les chances d'un candidat à la quantité d'argent qu'il est capable d'attirer pour ses dépenses de campagne. Encore une petite dizaine de minutes sur le livre, parce qu'après on va passer aux questions. Et puis, quand même qu'on parle un peu comment vous voyez la présidence Trump. Ah, bon, alors le reste, je vous renvoie au livre. Voilà. Parce que dans le livre, je ne fais pas de prévision. Je poserai des questions plus précises là-dessus. Je ne fais pas de prévision, j'expose la situation. Voilà. Comment est-ce que je vois la présidence Trump? Et je vais vous poser quelques questions concrètes, peut-être directrices de cette partie-là. Bon, il a une promesse électorale assez énorme et parfois pas réalisable. Et bon, il va expulser des milliers de personnes, des millions de personnes. Il veut revoir des accords climatiques, mais est-ce qu'il a le droit de revoir des accords climatiques? Il veut s'occuper des impôts, il veut revoir le système de sécurité sociale, il veut revoir les relations avec le monde. Alors ça, c'est une chose. Mais il a dans le contexte qu'il a avec lui, vous avez parlé que le Congrès républicain est théoriquement à lui, de même que la Chambre des représentants, mais on sait qu'il a des adversaires farouches, même au sein de son camp républicain. Il y avait beaucoup de gens qui n'en voulaient pas de Trump, et ça continue. Et est-ce qu'il est capable de changer des lois ou des accords qu'il veut dénoncer? C'est pas évident. On dit même qu'il a contre lui la CIA, et voilà. Et même le fait que maintenant on commence à clamer qu'en nombre de voix, Hillary aurait gagné, mais le système américain censitaire, on l'appelle comme ça, fait que... Alors pour vous répondre tout de suite sur ce point-là... Alors voilà, tout un ensemble de questions... On n'a pas encore de chiffres. Alors la question, comment sur le nombre de voix mais ce serait, si ça se vérifiait, ce ne serait pas la première fois qu'un président américain est élu avec une minorité de voix de la population. La dernière fois, c'était en 2000 pour George Bush. Puis c'est le système qui est fait comme ça. Alors, les promesses de campagne, il a fait un certain nombre de promesses qui sont pas tenables. Il a promis d'expulser 11 millions de travailleurs illégaux. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Économiquement, ce serait une catastrophe. Donc il ne le fera pas. Il y a un certain nombre de promesses qu'il a faites
et que même les gens qui ont voté pour lui ne s'attendent pas à ce qu'il les tienne. Il a dit on va construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. 77% des républicains ne sont pas pour la construction du mur. En ce qui concerne les problèmes climatiques, bon courage, parce que les États-Unis ont ratifié l'accord. Donc il ne peut pas. Il ne peut pas en sortir, en tout cas il ne peut pas en sortir comme ça. C'est pas possible. Alors qu'il ait la CIA contre lui, c'est possible. Suivant les rumeurs, vous savez, ces choses-là, c'est difficile à vérifier. Suivant les rumeurs, il serait plutôt l'homme du Pentagone et pas l'homme de la CIA. Mais aux États-Unis, vous avez plusieurs pouvoirs, dont le Pentagone, dont la CIA, dont la NSA, qui brouillent complètement les cartes. On me dit parfois, mais la politique américaine, la politique étrangère américaine est illisible. À première vue, oui. Mais quand vous savez ce qui se passe derrière, il y a une façon de la lire, cette politique. En Syrie, vous avez des hommes soutenus et financés par le département de la Défense qui parfois combattent des hommes soutenus et financés par la CIA. Et ils n'ont pas forcément des armes américaines parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop visible. Chacun a sa politique et le président doit essayer de composer avec ça. Obama était considéré comme un président faible. Et ce serait pour ça qu'ont pu se développer ces situations quand même un petit peu bizarres. Est-ce que Trump va pouvoir mettre les militaires au pas? Sans doute un peu plus qu'Obama, mais je ne me fais pas trop d'illusions non plus. Encore que pas mal de militaires se sont prononcés comme partisans de Trump. Oui. On a dit que Trump avait détruit le Parti républicain, qu'il l'avait scindé en plusieurs morceaux. C'est vrai au niveau des dirigeants. Mais d'après un sondage qui a été fait à la sortie des bureaux de vote avant-hier, 88% des républicains ont voté pour Trump. Et même 52% des femmes ont voté pour Trump. Cet affreux Jojo. Là aussi, on nous le présente en traduisant directement les mots qu'il emploie, sans contexte et sans interprétation des mots. Un mot, dans une langue, a une signification particulière qui tient à la culture locale. Ce que l'on accuse M. Trump d'avoir dit, et il a dit des choses très, très déplacées sur les femmes en général, c'est très déplacé quand vous dites ça devant un public dans lequel en particulier il y a des femmes. Mais enfin, je ne sais pas, parmi nous, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait du sport, qui se sont baladés dans des vestiaires, le vestiaire des hommes après un bon match. On raconte tous, enfin, beaucoup ont tendance à raconter des choses qu'ils ne raconteraient pas du tout en dehors de ces circonstances, ou s'il y avait une femme avec eux, ou devant leur propre femme. Je disais ça il n'y a pas très longtemps devant un auditoire où il y avait beaucoup de femmes, et une dame m'a dit, vous savez, nous c'est la même chose. Hein. Je dis, bon écoutez, ça, je vous prends au mot. Donc le président, c'est ce que j'explique dans le livre, le président n'est pas aussi puissant qu'on nous le dit. C'est pas l'homme le plus puissant du monde, parce qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qui contraignent son pouvoir à lui. Et Obama s'est pas mal affranchi de ces contraintes en gouvernant avec des executive orders. Ce sont, on pourrait traduire ça en France par des ordonnances. Le président émet des ordonnances et si une de ces ordonnances n'est pas contestée devant des tribunaux, voire devant la Cour suprême, ça rentre dans les habitudes et effectivement, on continue sur cette lancée. À propos de Cour suprême, la Cour suprême ne peut toujours pas se prononcer. Il manque un membre. Ils ne sont plus que 8, 4 et 4. Je pense à la décision de 2010 qui avait été prise 5 contre 4. 5 pour l'autorisation du financement des campagnes par les entreprises et 4 contre. Et celui qui est mort, c'est un des pour. Donc aujourd'hui, ils sont partagés. Et la première nomination à la Cour suprême va être très importante.
D'ailleurs, le Sénat a refusé les nominations proposées par Obama en disant non, non, on va attendre le président suivant. Parce que le président nomme, mais le Sénat, enfin le Congrès, doit entériner la nomination, ce qu'il ne fait pas toujours. Alors, si on croit ce qu'a dit M. Trump, il est fort possible que les relations internationales soient plus apaisées qu'elles ne sont aujourd'hui, en particulier avec la Russie. Avec la Chine, on peut se poser la question parce qu'il y a un contentieux économique avec la Chine. On parle d'augmenter sensiblement les droits de douane, etc. Au moins, du côté russe, il n'y a pas ce problème-là. Bon, vous allez me dire, de toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Enfin, je veux dire, pire que ce qui se passe en ce moment, c'est la guerre. Hein. Donc, tout ce qui n'est pas la guerre, c'est déjà beaucoup mieux. Il a promis de prendre ses distances avec les Alliés en leur disant ne vous inquiétez pas, on va continuer à vous protéger, mais c'est les États-Unis d'abord et vous ensuite. Que va-t-il faire avec l'OTAN? Est-ce qu'il va demander aux pays membres de l'OTAN de financer vraiment leur armée? L'OTAN est un gouffre financier pour les États-Unis. Il y a très peu de pays qui atteignent les 2% de dépenses militaires auxquels ils se sont engagés dans le cadre de l'OTAN. Dans le domaine économique, il a promis de remettre en cause le TAFTA, mais de toute façon, le TAFTA, déjà du côté européen, il avait du plomb dans l'aile. Même Hillary Clinton, d'ailleurs, avait dit le TAFTA, on va y regarder à deux fois. Donc l'OTAN, les traités, l'Europe. Je ne vois pas de raison particulière de se faire du souci sur la base de ce qu'il a déclaré. Sauf peut-être si vous êtes ukrainien ou balte. Je ne pense pas que l'arrivée de Donald Trump ait une influence extrêmement négative sur l'évolution des relations. Et puis encore une fois, il y a le candidat, comme il y avait le candidat Obama et le président Obama, le candidat Bush et le président Bush, il y a le candidat Trump et il y aura le président Trump et il y aura des différences entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer pendant 2 mois maintenant? Bien, pendant 2 mois, le président en exercice est toujours président, jusqu'au 20 janvier. Il est un président... Il expédie les affaires courantes ou... Oui, il expédie les affaires courantes. Ou il exerce pas à plein temps? Non, c'est fini. Ouais. D'ailleurs, il a promis de partir et de dormir pendant 2 semaines, là. Il faut dire qu'il avait vraiment mis le paquet pour défendre sa candidate et qu'on comprend qu'ils sont un peu découragés. Non, il devait recevoir Trump, c'est demain matin, enfin cette nuit pour nous, il reste le président. L'autre est le président élu. Vous avez le président en exercice, le président élu, et le président élu se prépare à devenir le président en exercice. La prochaine étape, c'est le vote des grands électeurs début décembre. Alors, là, de nouveau, on assiste à des réactions du type... C'est tout à fait marrant, d'ailleurs. Ça ressemble énormément aux réactions que l'on observe en Angleterre à propos de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Il y a tout d'un coup un tribunal qui décide que le gouvernement ne peut pas sortir sans demander l'opinion du Parlement. Oui, mais il y a eu un vote, il y a eu un référendum. Et d'ailleurs, le Premier ministre, Mme May, a dit qu'il n'est pas question qu'on ne respecte pas le résultat du référendum. Mais il y a eu des tentatives. Et là, en ce moment, j'ai lu dans la presse américaine des tentatives du même genre qui vous disent « Oui, mais attendez, c'est pas perdu parce que maintenant, il y a le vote des grands électeurs. Et s'il y a des grands électeurs qui font défection, eh bien, ça pourrait être Clinton qui soit élu et pas Trump. » Je ne souhaite pas ça, parce que ça pourrait provoquer des troubles importants cette fois. Hier, il y a eu 10 000 manifestants à New York, 8 000 à Washington. C'est normal, ils viennent de perdre, il faut les comprendre aussi. Il y a quand même eu 65 arrestations. Mais si les grands électeurs ne respectent pas ce contrat, alors certains ont un contrat moral, d'autres ont un contrat écrit. Alors ceux qui ont un contrat écrit, dans 26 États, on leur fait signer un contrat, eux, ils ne peuvent pas changer d'avis. Mais il y en a qui ont c'est un contrat sur l'honneur. Depuis 1789, on a vu une seule fois
des grands électeurs refusaient, mais c'était pour des raisons très particulières. C'est tout un groupe de grands électeurs qui ne voulaient pas de ce président pour des raisons qui m'échappent là maintenant, mais qui étaient beaucoup plus sérieuses que la rivalité démocrate-républicain que l'on peut observer aujourd'hui. Donc je pense que c'est extrêmement peu probable. Et je pense que si ça se passait, là, on pourrait avoir des manifestations plus importantes dans la rue. Alors je ne crois pas à un Maïdan américain quand même, mais quand même. Et ce sont toujours les manipulations de ces gens qui vous expliquent que le peuple est idiot, le peuple ne comprend rien, c'est les élites qui ont raison, et au lieu de changer les élites, on ferait mieux de changer le peuple. Ce serait quand même beaucoup plus commode. Hein. Après tout, comme disait je ne sais plus quel humoriste français, si on prenait l'argent aux pauvres et qu'on le donne aux riches, il n'y aurait plus de pauvres, et il n'y aurait plus que des riches, donc tout le monde serait content. Donc là, eh bien, on supprime le peuple, on en fait des élites, et puis on se débrouille entre nous. Et Hillary Clinton, vous dites qu'elle a investi énormément d'argent. Sa campagne aurait pu être payante. Elle a perdu. Écoutez, sa campagne a été... D'abord, elle est en partie responsable de l'échec de sa campagne. D'abord, Hillary Clinton, c'est le représentant de l'establishment financier. Les élites d'argent aux États-Unis ont changé depuis 25-30 ans. Auparavant, les gens qui avaient de l'argent, c'était les entrepreneurs, c'était les chefs d'entreprise. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais de l'argent investi. Aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, ce sont les financiers, ceux qui touchent des bonus astronomiques, ceux qui... je le cite dans le livre, le nom d'un financier dont on a connu les revenus récemment parce qu'il a divorcé et que sa femme a donné les papiers aux journalistes. Il déclarait 65 millions de dollars de revenus mensuels. Ces gens-là ont toutes ces masses d'argent en espèces. Et c'est pour ça qu'ils sont à la recherche de niches pour échapper à l'impôt. C'est eux qui payent des dizaines de millions de dollars à des cabinets d'avocats pour trouver des solutions. Quand Trump dit « je vais baisser les impôts de tout le monde », on dit « tiens, même des riches ». Tout le monde. On oublie qu'il a dit un mois avant « je vais aussi lutter contre tout ce qui constitue de l'évasion fiscale ». Si vous baissez les impôts, y compris des plus riches, mais que vous fermez toutes les possibilités d'évasion, en réalité, ils vont commencer à payer plus d'impôts. Il y a un gestionnaire de fonds de fonds de pension américains, ils sont deux, ils sont particulièrement performants, ils ont beaucoup de clients, ils gèrent des milliards de dollars, et ils sont actuellement en conflit avec l'administration fiscale pour un montant d'impôts non payés que l'administration évalue à 65 milliards de dollars. Bon, ils ne vont pas payer cette somme-là, ils vont s'arranger, ça leur coûtera 1 ou 2 milliards, mais on est en train de parler de chiffres vraiment extrêmement élevés. Pour tous les Américains, elle est la représentante de ça. Et quand Trump dit « moi je suis anti-establishment », les gens le croient. Déjà dans ses affaires, il a été mis de côté par l'establishment new-yorkais quand il a commencé à... parce qu'il n'était pas fréquentable, parce que, etc. Il ne faisait pas partie du sérail. Quand il dit je suis contre l'establishment, on le croit. Et on le croit d'autant plus facilement que la direction du Parti républicain se moque de lui. Dit non mais il est indigne, c'est pas un des nôtres, on ne le soutient pas. Et il a beau jeu de dire vous voyez que je suis anti-système, regardez, tous ces gens du système, même dans mon parti, refusent de me soutenir. Clinton a eu à part ça, elle a eu deux gros problèmes. La fondation Clinton. La fondation Clinton qui a quand même ramassé plus d'1 milliard de dollars de dons depuis que son mari n'est plus président. Elle-même a touché des honoraires pour des discours qu'elle a fait dans des banques, dans des compagnies d'assurance, etc. Elle a encaissé en 14 mois 25 millions de dollars, quelque chose comme ça. Elle faisait des conférences à 250 000 dollars la conférence. Qu'est-ce qui pouvait bien coûter 250 000 dollars dans ce que Mme Clinton venait raconter aux actionnaires de Goldman Sachs? Vous ne paierez pas autant pour ce soir. Hein. On va discuter. Qu'est-ce qui pouvait bien coûter Et puis l'affaire des emails aussi.
l'affaire des emails, bon, elle n'a pas été poursuivie. Ça a été présenté de telle façon que tout le monde a dit, vous voyez, elle est protégée. Parce qu'en réalité, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Elle a mis en péril la sécurité du pays. Et puis 11 jours avant l'élection, on retrouve sur l'ordinateur portable du mari de son assistante préférée un déséquilibre sexuel notoire, ex-candidat au Sénat qui envoie des vidéos de lui toute nue à des petites filles de moins de 18 ans. On retrouve sur son ordinateur des emails reçus et envoyés par Hillary Clinton. Donc le FBI dit « Excusez-moi, mais je vais quand même rouvrir une petite enquête, on va aller voir ce qui se passe là. » Et puis 2 jours avant les élections, on a dit « Non, tout va bien, on arrête les poursuites. » Mais en attendant, tout le monde avait entendu ça. Et puis surtout, elle s'est laissée entraîner en fait par Trump, qui l'a poussée à faire une campagne négative. En fait, la campagne de Hillary Clinton, si vous regardez un petit peu comment elle était construite, très rapidement, c'est devenu une campagne anti-Trump. Elle ne proposait plus rien. Simplement, elle attaquait continuellement son adversaire. Et puis avec des arguments qui n'ont pas convaincu tout le monde. Enfin, que le Kremlin aille pirater les sites du Parti démocrate pour y trouver quoi? Pour y trouver des listes d'électeurs. Mais ces listes d'électeurs, vous, moi, on va sur le site, on s'inscrit, on paye 25 ou 30 $ et on reçoit ces listes. Elles sont publiques. Donc les Russes auraient piraté des serveurs pour obtenir ces listes que tout le monde peut obtenir. C'est pas très sérieux. En attendant, elle a martelé jusqu'à la fin. Elle a expliqué que 17 agences de sécurité américaines sont d'accord pour dire que ce sont des Russes qui ont piraté les serveurs du Parti démocrate. Tout ça, encore une fois, ça a fait une campagne extrêmement négative. Et ça, je suis convaincu que ça a pesé dans la décision de l'électorat. Alors justement, nous parlions des relations avec la Russie. Alors, je vais vous raconter une histoire, et ça vous illustrer. Il y a 3 semaines, j'ai reçu ici un congressman et puis plusieurs personnes qui l'accompagnaient, un congressman de l'Ohio, pro-Trump, et qui m'a dit d'ailleurs, ne vous inquiétez surtout pas, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, on sait qu'on a gagné, on sait déjà qu'on a gagné. Ok, on écoute. Mais on est venu vous voir parce que une des premières choses qu'on devra faire, c'est apprendre à travailler avec la Russie. Les États-Unis ne savent pas travailler avec la Russie. Alors aidez-nous. Alors bien entendu, dans ma position dialogue franco-russe, d'abord c'était étonnant qu'ils viennent me voir, mais bon, j'ai appris comment après. J'aurais bien entendu, les portes ouvertes, notre fonction ici, c'est de faire comprendre comment fonctionne la Russie dans la mesure du possible. Mais c'est une question en soi qui est intéressante, une démarche en soi qui est intéressante. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, mais il y a eu à l'époque de la guerre froide, à l'époque de l'Union soviétique, les Américains avaient une école extrêmement bien faite, où on apprenait aux gens ce que c'était que l'Union soviétique, quelle était la culture soviétique, l'histoire. Ces gens-là comprenaient l'Union soviétique, enfin on va dire la Russie pour simplifier. Ces gens-là comprenaient la Russie, le plus souvent ils parlaient le russe, et certains parlaient extrêmement bien le russe. Je suis arrivé en Russie en 92, j'ai rencontré un certain nombre d'Américains. Il y en a 1 ou 2 que j'ai pris pour des Russes pendant au moins une dizaine de minutes, avant de réaliser qu'ils parlaient parfaitement russe, mais qu'en fait ils étaient américains. Et tout ça a disparu lorsque les États-Unis ont pensé que ça y est, c'est fini, on a gagné la guerre froide. Et ces écoles, Condoleezza Rice sortait d'une école comme ça. Avec elle, les relations avec la Russie étaient beaucoup moins tendues qu'aujourd'hui. En ce qui concerne cette personne, elle s'est beaucoup impliquée dans les conflits du Moyen-Orient, et un jour on a découvert qu'elle ne savait même pas qu'il existait des chiites et des sunnites. Donc pour la connaissance du monde musulman elle était kremlinologue. C'est très spécialisé. Mais il y a des universitaires américains qui connaissent parfaitement bien. Il y en a un que je lis régulièrement qui s'appelle Stephen Cohen, qui est professeur à Princeton, qui est professeur à l'université de New York, qui est quelqu'un qui comprend vraiment bien la Russie.
et qui explique à tous les hommes politiques américains qui veulent bien l'entendre que ce qu'ils font, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Je crois que du point de vue temps, on a encore le... Je pense qu'on a encore une petite demi-heure de questions. Vous êtes à peu près, sinon vous aviez encore des messages... Non, mais si je vous explique tout, après vous n'aurez plus envie de lire mon livre. Bon. Alors, si vous êtes d'accord, on passe aux questions. Mais alors, puisque j'intervenais, je vais passer quand même la première question. On a vu les résultats par rapport à ce qui était annoncé. Alors, on va parler des sondages, on va parler des médias. Les sondeurs se sont complètement trompés. Les médias ont répercuté cette erreur. Encore à quelques jours des élections, on voyait que Hillary allait gagner. Pendant les premiers dépouillements, on montrait que voilà combien d'États passent au profit d'Hillary. Est-ce que c'est une erreur ou une complicité? Alors, les deux, mon général. Et comme vous avez parlé des sources de presse que vous avez utilisées, est-ce que vous avez pu déceler quelque chose là-dedans? Alors, en ce qui concerne la presse, c'est sans aucun doute de la complaisance. La presse américaine roulait pour Hillary Clinton. En fait, elle roulait pour ses patrons, qui sont les bailleurs de fonds de Hillary Clinton. Donc, que vous lisiez le New York Times, le Washington Post, même The Nation, qui pourtant d'habitude est plutôt un petit peu plus neutre, enfin neutre, tendance gauche quand même, gauche américaine. Ils roulaient tous pour Clinton. Mais on le savait. C'était pas... Enfin, disons, ceux qui le savaient lisaient les articles comme il le fallait. Ce qui pose plus de questions, ce sont les sondages. J'ai regardé, j'ai suivi les sondages régulièrement pendant toute la campagne. Pendant toute la campagne, tous les sondages donnaient Clinton vainqueur. Sauf un, je crois. À la fin. Oui. J'ai regardé, je suivais 12 sondages. Parce qu'en plus, ils faisaient des poules de sondages. Enfin, ça devient extrêmement élaboré. Mais j'ai regardé, je crois que c'est samedi ou dimanche, pour la dernière fois, ce pool de 12 sondages. Tous donnaient vainqueur Clinton, et parfois avec des marges importantes, de 5 à 6 points. Sauf un, celui du Los Angeles Times, qui lui donnait Trump vainqueur, avec 3 points d'avance. Mais sinon, tous. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? Bon, d'abord, vous savez ce que c'est que les sondages. Les réponses dépendent beaucoup de la façon dont on pose les questions. Ils dépendent beaucoup des questions qui sont posées. Les sondés, surtout. Ça dépend des sondés. Alors, on nous dit, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sous la pression médiatique, avaient honte de dire qu'ils voteraient Trump. Donc, soit ils disaient qu'ils s'abstiendraient, soit ils disaient qu'ils voteraient Clinton, alors qu'en réalité, ils ont voté Trump. Ça peut effectivement avoir joué. Comme on vous dit en France, il y a des gens qui votent pour le Front National, mais qui ne veulent pas que ça se sache, donc ils ne le disent pas. Il y a même la majorité de la Jet Set aussi qui était à fond contre Trump aussi. Ils étaient tous pour Clinton. Oui, c'est ça. On retrouve la même bande. Moi, je me suis amusé à reprendre des noms dans les comment dire, les membres de la... chanteurs, acteurs, etc. On retrouve à quelques exceptions près la liste de ceux qui soutenaient Pussy Riot. Vous vous souvenez de l'affaire de Pussy Riot et tous ces gens du show business qui se sont élevés pour les défendre? On les retrouve les mêmes, tiens. Donc il y avait vraiment une forte pression pour qu'elle soit élue. Et elle-même croyait qu'elle serait élue. Et il y avait des... Où ai-je lu un sondage qui disait elle sera à 90%, elle sera élue. Et même, alors là c'est tout à fait rigolo. Je suis en train de rechercher l'article là en vous parlant. Voilà, un universitaire américain, Alan Abramovitz, a mis au point pour le centre de politique de l'université de Virginie un système de prévision des élections. Et ce système a donné toujours le bon résultat depuis 1988. Il a donné Trump. Et il donnait Trump vainqueur. Mais il a dit,
Mais quand même, il n'a pas cru son propre programme. Il a dit c'est une élection un petit peu spéciale. Il est possible que dans ce cas, ça ne fonctionne pas bien. Et même, ça a bien fonctionné. Donc, en tout cas, les sondeurs ne sortent pas grandis de l'opération, c'est sûr. Vous aviez été le premier à lever la main. Oui, c'est gentil. Oui. Et après, on va passer aux autres. D'accord. Bon, pour les sondages, moi j'ai une technique. Quand je veux faire passer une idée, je fais un sondage et après je m'en sers du résultat du sondage pour faire passer l'idée. Ça, c'est une. Oui. Bon, à l'évidence, comme Vladimir Vladimirovitch, ton passage aux États-Unis t'a laissé de bonne culture des États-Unis. Et ton bouquin que j'avais feuilleté, il est vraiment très bien. Il faut vraiment le lire parce que. Merci. Tu peux répéter? Au-delà de l'aspect contextuel des élections américaines, il est vraiment très bien charpenté. C'est vous qui l'avez écrit ou vous avez un nègre? On m'a fait le coup. Quelqu'un qui avait commencé à lire mon livre me dit « Ah, j'ai commencé à lire. C'est très bien écrit. Vous avez un nègre ?» Alors je vous signale, je n'ai pas de nègre. Je sers même parfois de nègre à certaines personnes que je ne nommerai pas. Alors, pour la question. Il y a eu une autre élection juste avant, c'était en mai, c'était aux Philippines, c'était Rodrigo Duterte qui a été élu, qui a été massacré dans la presse internationale, parce que, bon, pour ses propos justement qu'il rapproche un petit peu de Trump. Et il a eu une position, donc au niveau de la politique internationale, il s'est rapproché de la Chine, alors qu'il y avait eu son prédécesseur avait en Chine, en mer de Chine méridionale, avait demandé un arbitrage international pour dire que les îles Spratly appartenaient aux Philippines. Bien. Une fois qu'il a été élu, il a laissé tomber cet arbitrage et s'est rapproché de la Chine. Il a un programme social et d'infrastructure qui l'a amené également à se rapprocher de la Chine. Est-ce que dans le cas de Trump, est-ce qu'on peut penser à la même chose dans la mesure où Duterte ne peut pas s'appuyer sur le milieu financier qu'avait Aquino? Est-ce que dans le cas de Trump, dans la mesure où il n'est pas le candidat de l'establishment, il va être obligé de trouver des soutiens financiers ailleurs, d'après Trump? La situation est beaucoup plus complexe aux États-Unis qu'aux Philippines. Le problème des finances américaines, c'est que c'est devenu un énorme château de cartes auquel personne ne veut toucher, parce qu'en réalité, personne n'a intérêt à ce que le château s'écroule, y compris les ennemis des États-Unis. Y compris ceux qui ne sont pas des ennemis, mais enfin qui aimeraient bien jouer un mauvais tour aux États-Unis. Après tout, on n'a pas beaucoup de petits plaisirs dans la vie. Mais c'est pas possible. Les Saoudiens auraient bien aimé se venger de cette loi qui les agace beaucoup et qui autorise les citoyens américains à poursuivre l'Arabie Saoudite pour les morts du 9 septembre. Les Chinois aimeraient bien aussi de temps en temps pouvoir utiliser cette énorme masse d'emprunts américains qu'ils achètent. Enfin, Trump, mais tous les présidents américains ont du mal à entrer en conflit ouvert avec la Chine, parce qu'en réalité, leur déficit est financé par les Chinois. Alors, le risque est minime parce que les Chinois ont, je dirais de tête, 2500 milliards de dollars dans leurs réserves. Et s'ils commencent à les vendre, et surtout si on sait qu'ils les vendent, le dollar va s'effondrer, et donc leurs réserves vont s'effondrer. Et puis si on ne peut plus faire d'échanges en dollars dans le monde, on fait quoi? Il n'y a pas assez de yuan pour remplacer le dollar. Il n'y a pas assez d'euros pour remplacer le dollar. Là-dessus, je pense, avec tout l'or qu'ils achètent, les Chinois, en ce moment, oui, c'est continuent à en acheter. C'est au cas où. Les Chinois et les Russes achètent énormément d'or. C'est au cas où, mais personne ne souhaite en arriver là, parce que ce serait le chaos complet. On reçoit ici assez souvent, certains d'entre vous le connaissent bien, Jacques Sapir, qui nous expliquait que Jacques, je ne sais pas, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques vient d'être élu à l'Académie des sciences de Russie, comme membre étranger évidemment. Il expliquait que le rouble ne peut pas devenir monnaie de réserve, parce qu'il n'y a pas, la Russie n'est pas assez endettée. Pour qu'une monnaie puisse devenir une monnaie de réserve, il faut que cette monnaie circule à l'étranger. Pour que la monnaie circule à l'étranger, il faut que le pays ait des dettes.
Or, la politique de la Russie aujourd'hui, après 1998, c'est on paye nos dettes et on emprunte le moins possible, comme ça on dépend le moins possible de l'étranger. Alors, la marge de manœuvre, en fait, la marge de manœuvre de tout le monde est extrêmement faible. Et les Philippines peuvent avoir ce genre de comportement parce que c'est les Philippines, parce que s'ils se fâchent avec les Américains, ça fera toujours plaisir aux Chinois, et puis il s'est rapproché aussi des Russes. Tu le compares dans ses appréciations, ce que évidemment le président en question a apprécié extrêmement modérément. Mais non, très injurieux, vraiment très injurieux. Je ne répéterai pas. D'autres? Oui. Oui, Vous avez Pierre parlé des... après. Ah, pardon. Non. Oui, merci. Vous avez parlé des médias américains, mais moi je voudrais qu'on parle surtout des médias français. Nous avons assisté pendant cette campagne électorale américaine à un véritable matraquage en faveur de Madame Clinton sur les télévisions en particulier, parce que ça passe en boucle. Oui. Contrairement aux journaux que les gens n'achètent plus ou beaucoup moins. Et donc, la question que je me pose, est-ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est-ce qu'il peut, il a son mot à dire dans cette propagande, ça c'est la première des choses. Et revenant aux médias, le seul journal, c'est le mensuel, seul le Monde diplomatique a émis des réserves depuis plusieurs mois sur le résultat de ces élections. Et j'en sais quelque chose parce qu'ils m'ont répondu dans une lettre que je leur ai adressée. Non, le monde diplomatique, c'est un ovni dans le paysage médiatique français. Hein. C'est quelque chose de complètement à part, qui d'ailleurs vit de ses... qui ne fait pas de publicité, qui vit de ses ventes, et qui est donc extrêmement libre. Les autres médias se contentent de répéter ce qui se dit aux États-Unis. Il n'y a aucune... Alors, en ce qui concerne le Conseil de l'audiovisuel, je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne peux pas vous répondre. Voyant ce qui se passe, je dirais que sans doute ils n'ont pas le pouvoir de faire quelque chose, mais en ont-ils l'envie? Enfin, toute la France, allez, toute l'élite française avait parié sur Madame Clinton. Le grand Benet qui nous gouverne en ce moment ne savait même pas comment joindre l'équipe de Trump pour le féliciter. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a nommé Schramek président du CSA. Hein. Oui. Je n'oublie ce détail. Ce qu'il y a, c'est que, je terminerai là-dessus, c'est que c'est manifesté aussi par-dessus tout ça, c'est une russophobie épouvantable. Non, mais, parce que les gens étaient pro-Clinton parce qu'ils étaient contre Poutine. Voilà. Ça a joué aussi. Je crois que maintenant, Poutine a un égal, il y avait la poutinophobie, maintenant il y a la trumpophobie également, Voilà, donc il n'y a aucun problème. C'est épouvantable, vraiment. Il ne faut pas oublier que Berkov, pour Valeurs Actuelles, est le seul journaliste européen qui ait demandé et obtenu une interview de Trump. C'était écrit il y a quelques semaines dans le journal. Il y a une correspondante du Figaro qui a écrit quelque chose de très intelligent sur Trump. Quand elle écrit sur la Russie, elle m'agace énormément. Et là, elle a écrit sur Trump et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Je crois que c'est le roman de Vienne. Voilà, c'est elle. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Voilà un homme qui est grossier, que tout le monde déteste, qui se présente à l'élection, on se demande pourquoi, qui n'a aucun soutien financier, aucun soutien de médias. Il bat contre l'idée des républicains 16 de ses opposants républicains. Il devient l'opposant de Clinton et là tout le monde lui tombe dessus et il remporte ça en disant des tas de grossièretés. Alors, comment il fait? Qui est M. Trump? Il y a deux M. Trump. Il y a la caricature de M. Trump, c'est celle qui a fait la campagne. C'est celle qui passe dans les médias. Et pour des raisons bien particulières. Je veux dire, il ne s'est pas laissé aller. Il s'est parfois sans doute laissé aller. Il a un tempérament généreux, dirons-nous. Mais c'était très calculé, sa campagne. Et puis il y a le vrai M. Trump, et je vous renvoie, vous avez lu cet article c'est Laure Mandeville qui a interviewé Trump et qui a écrit un livre sur Donald Trump.
dans lequel elle explique que derrière cette façade, derrière cette caricature, il y a quelqu'un de très intelligent, de beaucoup plus fin qu'on ne le raconte, et qui a mené une campagne très intelligente, justement, dans laquelle il a obtenu une couverture médiatique gratuite. Hein. Il a dit tout haut ce que une majorité d'Américains pensaient tout bas. Des gens qui commençaient à se désespérer, à se dire, de toute façon, c'est fini pour nous. On est des laissés pour compte, on a perdu notre travail, on n'en retrouvera jamais, c'est la fin. Et lorsque le gouvernement décide des aides pour aider le pays à sortir de la crise en 2008-2009, c'est les banques qui bénéficient de tout ça. Mais eux le voient. Et combien de millions de familles ont été jetées dehors, jetées de leur maison, parce qu'ils avaient accepté des contrats de prêt qui étaient complètement... vous savez qu'à l'époque, le système, c'est... on fait signer un contrat de prêt, on donne l'argent, ensuite on ramène ça à la banque met tout ensemble et revend ça à des sociétés d'assurance. Ce qui fait qu'il n'y avait plus aucun contrôle de solvabilité des gens. Celui qui vendait les contrats était payé à la commission. Donc il se fichait complètement que ce soit remboursé ou pas. Il fallait en placer. Ces gens-là qui se sentaient complètement perdus, qui avaient l'impression que plus personne ne s'occupait d'eux, se trouvent face à un gars qui parle comme eux. Parce qu'excusez-moi, on nous dit en France, oui, mais en France, il est très vulgaire, je ne sais plus ce qu'a dit le Benet de l'Élysée sur lui, qui lui donnait un sentiment de haut le cœur, etc. Bon, pourquoi pas, mais il parle comme la majorité des Américains qui ont voté pour lui. L'Amérique profonde. Oui, et donc ils se reconnaissent dans cet homme-là. Et quand il dit « je vais m'occuper de vous », ils se disent « bon, de toute façon, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui promet de s'occuper de nous. Alors, qu'est-ce que ça va nous coûter? On va voter pour lui, de toute façon. Ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. » C'était peut-être plus un vote contre, justement, l'establishment des Clinton, comme on a eu avec, comme vous l'appelez, le Benet, Sarkozy, quoi. Oui. Que les gens ont beaucoup voté pour... Ne répétez pas ça. Hein. Non. C'est enregistré, mais enfin bon. Oui, mais c'est vrai, quoi, il y en a beaucoup qui ont dû voter Trump aussi contre Clinton, parce qu'ils n'avaient pas envie que ça continue, ce qu'il y avait déjà eu avec Obama et le reste. Écoutez, je pense que, en fait, la victoire de M. Trump, c'est dû à un phénomène particulier qui est... Comment expliquer ça? C'est la rencontre d'un homme hors norme, Trump, avec un mouvement de rébellion populaire. Et ça c'est, mais un mouvement qui dépasse la personne de Trump. Ils ont décidé que la personnification de leur rejet du système, ce serait M. Trump. Et le vote est plus, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le vote est plus un vote de rejet qu'un vote d'adhésion à la personnalité de Donald Trump. Il y a une partie du vote qui est un vote d'adhésion, mais il y a aussi une partie non négligeable, et je ne pourrais pas vous donner les pourcentages, mais il y a une partie non négligeable qui est un vote de rejet du système qui ne s'occupe plus de nous. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose d'intéressant dans Trump, qui est un petit peu dénoté par rapport à tout ce qui est Clinton et tout ça, c'est que Trump c'est un véritable homme d'affaires. Voilà. C'est un homme qui quand il était jeune, il a hérité de son père à peu près 200 millions de dollars. Il en a fait 10 fois plus. C'est quelqu'un qui aurait pu, à 20 ans, devenir un playboy, vivre une vie super, faire sa petite vie et rester dans les bons cercles. Il a préféré continuer, multiplier par 10 le chiffre d'affaires de la famille, donc arriver à plus de 3 milliards pratiquement de chiffre d'affaires. C'est un gars comme ça qu'on veut avoir comme président, parce que c'est un gars qui a le sens des affaires. Que quand vous voyez des gens qui, depuis leurs 20 ans, usent leurs chaussettes et leurs chaussures dans les cabinets, à couvrir les casseroles des autres, ils arrivent, ont fait toute leur carrière dans des écoles et ensuite dans des cabinets, des ministères, ils ne sont pas toujours en réalité vraiment dans la vie des affaires, vraiment. Et quelqu'un comme Trump, ça peut donner un espoir aussi à tout à fait. Qui quand même championne pour Go West, Your Man. Et puis, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais insister aussi sur une chose. En France, on considère Donald Trump comme un homme nouveau. Il n'y a pas longtemps qu'on entend parler de lui. Mais attention, ça fait 30 ans que les Américains connaissent Donald Trump. Il a eu une émission de télévision, pendant 14 ans il a eu une émission de télé-réalité. C'est quelqu'un de connu, de célèbre.
Et c'est effectivement un chef d'entreprise. C'est ça. Il risque de vouloir gérer le pays comme une grande entreprise. Hein. Il a dit qu'il le ferait. Voilà. Autre question, monsieur? Oui, comment est-ce que Hillary Clinton a pu aboutir à présenter sa candidature? Je m'explique. En 1994, quand Clinton a perdu les élections de mi-mandat, on a expliqué que la défaite de l'époque était liée à l'interventionnisme à outrance à la Maison-Blanche d'Hillary Clinton à l'époque, ce qui lui avait valu d'être marginalisée par son propre mari à cette époque-là. Comment est-ce qu'elle a pu bénéficier de tout ce système encore 20 ans après? Écoutez, bon, d'abord... Et être la candidate de ce parti. D'abord, vous savez que, enfin, je vous apprends rien en vous disant qu'en politique, des échecs successifs n'empêchent pas de rencontrer un jour le succès. Et pas mal d'hommes politiques français le savent, y compris certains présidents. La population a une mémoire courte, enfin plutôt la population a une mémoire normale, mais les médias ont la mémoire extrêmement courte. Elle a été comment dire, au bon endroit au bon moment. Il est très surprenant, enfin c'est à mon avis, mais en plus je parle après le résultat des élections, alors c'est vraiment facile, hein. Mais les démocrates auraient mieux fait de soutenir Bernie Sanders. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le représentant démocrate Au lieu sur le classique. Hein. Au lieu de l'éliminer, enfin au lieu de tout faire pour qu'il soit éliminé, Sanders avait des chances face à Trump, certainement. Ils ont des électorats qui se recoupent pas mal. Clinton, pas du tout. C'était une grande erreur. Sinon, elle est quand même soutenue. Elle était soutenue par tous les médias. Elle était soutenue par tout ce qu'il y a de l'argent aux États-Unis. Et c'est ça, ils l'ont choisie. Alors pourquoi elle? Parce que c'est une femme, parce que... Je crois que c'était son unique argument. En fait. Et puis, oui, elle a beaucoup joué là-dessus. Et puis parce qu'on s'est dit qu'on pourrait la manipuler un petit peu plus facilement qu'un autre. Et effectivement, il nous semble que Clinton aurait été plus manipulable que Sanders. Oui, je voudrais dire qu'on a toujours parlé du pourcentage, c'est-à-dire de moins de 50% d'électeurs aux États-Unis. Curieusement, personne n'a annoncé le pourcentage de cette année-là, parce que visiblement il y a un phénomène où la propagande a consisté, comme en France d'ailleurs, à parler essentiellement des minorités, quelles qu'elles soient, et on oublie qu'effectivement, qu'il y a aux États-Unis un nombre d'électeurs qui étaient passifs jusqu'à présent, et donc la question qui se pose, c'est de savoir combien y a-t-il eu de nouveaux électeurs? Je n'ai pas encore de statistiques concernant la participation. Voilà. Autour de 54-56%. On dit que effectivement c'est plus élevé que d'habitude. Je ne sais pas. Ça reste bas quand même, hein, quand vous voyez l'enjeu. Oui, mais par rapport au... Oui, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, Oui. aux États-Unis, vous devez aller vous inscrire à chaque fois. Oui, mais même là, il y a un devoir civique et quand vous avez de tels enjeux, ça vaut la peine. Est-ce que pensez-vous de la sympathie déclarée de Trump pour Poutine? Est-ce que celle-ci était sincère ou une tactique électorale? Et si elle était sincère, comment elle peut se traduire avec quelques directions majeures dans les prochains mois? Alors, je pense qu'il est exagéré de parler de sympathie, d'un côté comme de l'autre. Ça a été monté en épingle du côté américain dans le but de déconsidérer Trump. On a dit, bon, les Américains sont russophobes, donc voilà, une marionnette. Enfin, j'ai quand même encore entendu, il y a 4 jours, une journaliste française, une dame avec une carte de journaliste, expliquer sans rire que Donald Trump était une marionnette de Poutine. Il faut quand même le faire, ça. Donc, il n'y a pas de sympathie. Il n'y a pas d'admiration. Poutine a dit un jour qu'on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de M. Trump. Il a dit Yarke Человек. Non, Yarke. On a traduit ça par brillant et on a dit voilà, Poutine pense que Trump est brillant. En réalité, quand ça s'adresse à une personne, le mot Yarki veut dire haut en couleur.
Vous voyez bien qu'en français, entre brillant et haut en couleur, il y a une sacrée différence. Mais les Américains ont voulu vraiment faire peur à l'électorat en disant, de toute façon, c'est un homme de Poutine. Donc il n'y a pas de sympathie. Simplement, Trump a déclaré, moi je pourrais m'entendre avec Vladimir Poutine. Poutine a dit, s'il vous plaît. Et il l'a répété hier, lorsqu'il a reçu les lettres de créance d'un certain nombre d'ambassadeurs, il a dit, si vraiment les Américains veulent rétablir des relations normales avec la Russie, nous sommes demandeurs et nous sommes prêts à faire notre part du chemin. Le chemin sera long, ce sera difficile, mais nous sommes prêts à faire notre part du chemin. Ce qu'a proposé Trump, c'est simplement de revenir à des relations internationales normales avec la Russie et avec d'autres pays. Des relations telles qu'elles auraient toujours dû être. Il dit, moi, je discute avec tout le monde. Je discute avec tout le monde ne veut pas dire je suis d'accord avec tout le monde. Mais je m'assois à la même table et on cause. Vous avez vos intérêts, votre pays a ses intérêts, le mien a ses intérêts. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une réaction d'homme d'affaires. De même qu'il a dit, quand je serai élu, je vais convoquer les 15 plus grands généraux américains et je vais leur demander de me faire un plan sur lequel ils s'engagent pour détruire l'État islamique en Irak et en Syrie. Et il faudra qu'ils s'y tiennent. Oui? Juste me dire qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là de la réaction du Pentagone, parce que je me pose la question pourquoi je dis ça. Parce que pour ma part, ce que je sens, ce qui se passe en Syrie et en Irak, je qualifierais ça d'un peu Islamic Park. C'est-à-dire que c'est le seul endroit de la planète où tout est permis, où toutes les règles internationales sont bafouées, et ça sert à toutes les grandes puissances de champs de tir, d'essais, on teste les drones, on teste tout, on peut tuer qui on veut, on est hors limite. Est-ce que le Pentagone, qui est quand même derrière pas mal de choses, puissant, est-ce qu'il verrait d'un bon oeil que d'un seul coup la guerre en Irak s'arrête? Parce que Daesh, pour moi, c'est un petit peu comme avec les anarchistes à la fin du 19e siècle. Les grandes puissances avaient eu besoin des anarchistes au 19e siècle pour régler des problèmes. Ils les ont infiltrés. Il y a d'ailleurs un très beau film russe là-dessus, Statsky Soviet, qui était très bon. Et en fin de compte, quand on n'en a plus besoin, des anarchistes, on les a liquidés du jour au lendemain. Ils ont tous été assassinés parce qu'ils étaient pénétrés de tous les côtés par des États qui les contrôlaient sans qu'ils s'en rendent compte. Là, c'est un petit peu, à mon avis, la même chose avec... oui, sauf que les Américains ont effectivement voulu jouer ce jeu-là. Je ne suis pas convaincu qu'ils vont pouvoir facilement se débarrasser de leurs alliés islamistes quand ils n'en auront plus besoin. Parce qu'ils les ont armés. Et ils sont là, et ils ont des armes, et... donc ce sera beaucoup moins facile qu'ils se l'imaginaient. Quant à la guerre en Syrie et en Irak, je pense que même si Trump met ses menaces à exécution, il y en a encore pour malheureusement très longtemps. Très longtemps parce qu'il va rencontrer une opposition à l'intérieur du pays. Non mais imaginez, ces 600 milliards de dollars qui sont dépensés tous les ans, où vont-ils? Ils sont payés à des sociétés privées. Alors, je ne pense pas que ce qu'ils livrent valent 600 milliards. Bon, oublions le prix de l'entretien des bases, etc. Mais quel que soit le montant qui soit dépensé en matériel, disons que c'est 300 milliards. Ces 300 milliards, le matériel livré ne représente pas 300 milliards. Il y a un circuit de retour. Parce qu'en retour, on finance les hommes politiques qui ont décidé des programmes qui ont rapporté de l'argent aux sociétés. Il y a je pense que c'est un sénateur américain qui a dit il y a quelques mois, il a dit, on raconte partout que les grandes entreprises américaines achetaient les hommes politiques. En réalité, ils n'ont plus besoin d'acheter les hommes politiques parce qu'ils achètent les politiques. Ils sont capables d'influencer les décisions politiques qui sont prises au Sénat. Donc c'est plus la peine d'acheter les hommes. On crée un fonds, un PAC, c'est des comités d'action politique. Et on investit dans de la publicité pour ou contre un projet de loi qui nous arrange ou qui nous dérange. Et on peut mettre 10, 100, 200, 300 millions de dollars. Et à la fin, le sénateur, à qui tous ses électeurs disent « Non mais attendez, pourquoi vous voulez faire voter ça? On nous raconte partout à la télé que c'est très mauvais pour les États-Unis. » Le sénateur craque. Et le président parfois craque. Une dernière question, et peut-être après nous vous inviterons à passer dans la pièce à côté où vous dédicacerez votre livre pour ceux qui voudraient l'acquérir.
Une dernière question. Dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la décision qui a été prise, qui n'a pas été prise au Conseil de sécurité de l'ONU du fait du veto américain le 28 octobre dernier sur la proposition de l'OCS, de l'OTSC et de la CEI de collaborer avec l'ONU sur la question de terrorisme, sur la question de lutte anti-terroriste. Et la question subsidiaire, c'est ce que tu penses qu'avec Trump, cette décision peut être reconsidérée? Je pense qu'elle sera reconsidérée, je ne pense pas forcément que ça aboutira à une autre décision. Il y a trop de gens aux États-Unis qui ont trop intérêt à ce que la situation ne change pas beaucoup. Et n'oublions pas quand même que les États-Unis sont un beau pays dans lequel un président trop obstiné peut éventuellement se faire dalasser, comme disent les Américains eux-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors est-ce que c'est pas un risque s'il essaie de réduire le budget militaire au profit des infrastructures civiles? C'est quand même ce qui est dans son programme. Il a annoncé 1000 milliards de dépenses d'infrastructures sur les 10 ans qui viennent. Il y a du travail. Les États-Unis ont besoin de ça, hein, parce que le système ferroviaire, les métros, etc. sont dans un état... Mais ces 1000 milliards-là, il va falloir les prendre quelque part. Bon, on va demander aux Chinois d'acheter quelques obligations, mais... Ben oui, non, c'est ce que je veux dire par là. On vend des obligations, donc on emprunte... Mais il y a peut-être aussi des... Il a dit aussi qu'il allait jeter un œil sur les dépenses militaires pour éliminer celles qui sont inutiles ou celles qui sont non productives. Bon courage. Bien. Je crois qu'on va vous remercier. Je pense qu'on peut applaudir.